le savent, hein, et ils ne font rien. Il n'y a pas assez de place. Pourquoi ils ne rajoutent pas de train? Fallait bien se douter qu'il y aurait du monde, ils sont nuls. Salut. Bonjour le peuple, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, ça se passe bien. Ça biche. Ça, c'est la version soft des commentaires qu'on a chaque année, l'été, ou sur les ponts fériés. Soft car en vrai, ça ressemble beaucoup plus à du... Ça peut pas continuer comme ça, maintenant, la calotte de ses morts. Ça peut pas continuer comme ça. Alors, sont nuls? Fin des débats? Je vous propose de regarder un peu plus loin, voir si ça ne serait pas un peu plus complexe que cette simple phrase. L'humain est un être social qui a optimisé sa vie. Social car il aime se retrouver avec ses semblables. Alors oui, vous avez tous envie d'être tranquille et loin de votre voisin, mais au fond de vous, dans vos gènes, la loi qui préside, c'est celle du groupe. Car le groupe, c'était la sécurité, à une lointaine époque où les gentils chatons ressemblaient à ça. Aujourd'hui, terminé le risque de se faire dévorer, mais toujours ce besoin d'avoir une famille, des amis, des collègues, des gens tout simplement, qui nous permettent l'interaction, le bonheur, l'apprentissage, et donc de les retrouver là où ils sont. On va voyager pour ça. Alors non, je ne vous fais pas une intro pour le bac de français, mais c'est important, car ça conditionne votre train, forcément trop petit. Oui. Est-ce que la taille compte? Alors très franchement, oui, la taille compte. Ah bon? L'humain est social donc, mais il est aussi organisé, de façon à optimiser sa vie. On court toujours après le temps. On veut des trains, des avions, des bateaux plus rapides. On veut passer moins de temps à attendre. On veut des services dispo à toutes les heures, de façon à faire ça quand on veut, ou quand on peut, et non que quand c'est ouvert. Et pour tout ça, et mille autres choses aussi, on a organisé nos sociétés pour tout optimiser. De grands cycles qui concernent tout le monde se répètent. Comme par exemple la fermeture des écoles en été. Imaginez si une école fermait début juin, une autre en juillet, une autre en octobre. Bon courage pour organiser les congés familiaux. Et tout fonctionne sur ce principe, dans les grandes lignes. Sauf que ces deux grands principes ont une conséquence. On part tous à peu près en même temps. Alors oui, vous avez bien un machin ou truc qui adore partir en septembre. J'adore. Et bidule, qui sait qu'en novembre c'est moins cher. Sans parler de Dédé, qui de toute façon ne peut pas avoir de congé l'été. Mais ils sont à la marge et ne représentent finalement que très peu de gens sur les dizaines de millions d'autres. On a globalement les week-ends le samedi et le dimanche, les jours fériés aux mêmes dates, les horaires de travail sur les mêmes plages, et on va tous dans les mêmes coins. L'hiver, ça va skier. Le drapeau pour Saint-Maurice, c'est où? C'est pas affiché là. Ça m'étonne pas si on est à Saint-Lazare. L'été, se baigner. Ça tape là, d'un coup. J'aime baigner. Bon, je répète, ce sont des grandes tendances. Perso, je n'ai jamais été skier et j'aime pas bien jouer au bacon sur la plage. Mais mon cas n'est pas une généralité. Voilà. Après, vous développez en faisant thèse, antithèse et synthèse. Et hop, vous rendez la copie. Non, c'était pas un devoir de français, reprenons. Donc, entre le travail, vacances et week-end, on va retrouver ce qu'on appelle des pointes. La pointe, c'est tout à la fois une bénédiction et un gros problème. C'est top, car quand vous avez des trains de 1000 places, il faut 800 voyageurs pour qu'ils commencent à être rentables, pour le TGV. Et pour le TER, ne cherchez pas, il ne sera jamais rentable. Donc la pointe permet de ne pas perdre de l'argent. Quand je parle place, ce n'est pas obligatoirement place assise, attention. Sur un TGV ou un intercité, quand vous achetez une place, en fait, vous louez un siège qui se déplace, et ça sur la durée du voyage. Mais sur un TER, vous payez le déplacement, pas le siège. Autrement dit, vous payez une place dans le train, assis s'il y a de la place, debout autrement. Et debout, on en met des gens. Beaucoup. Bien plus que vous n'auriez envie. Niveau suivant, on rajoute 15 tomates, donc on est à 30. Là, ça commence à être un peu désagréable parce qu'on se rapproche physiquement des gens. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle la proxémie, c'est l'étude des distances sociales entre les gens. Et typiquement, à 2 personnes par mètre carré, vous commencez à avoir des inconnus qui vont entrer dans ce qu'on appelle votre sphère privée, donc qui vont être à moins d'1 mètre de votre visage. Et ça, c'est pas super agréable. C'est par exemple, vous savez, dans un ascenseur de taille moyenne, quand il y a 3 ou 4 personnes en même temps. Ça peut être un peu gênant.
Alors, à 5 personnes par mètre carré, on arrive à la limite de ce qui est acceptable. Alors, c'est pas grave comme densité, mais c'est pas super agréable. C'est ce que vous pourriez avoir, par exemple, dans une rame de métro quand le trafic est perturbé ou quand il y a une grève, vous savez. Alors, les gens se touchent physiquement, hein. Il y a généralement des contacts des deux côtés sur les épaules, mais c'est pas dangereux parce que les forces de pression vont être absorbées par le corps. Tout ça est calculé avec des gens bien rangés et normalement chargés. Oui, c'est très con, car dans la vraie vie, les gens ne sont pas bien rangés, et se promènent avec la quechua dans le dos et le vélo. Et là, forcément, ça pose problème. Bon, donc la pointe, c'est économiquement bien, mais pas super confort pour le voyageur. Y a qu'à mettre plus de trains. Problème 1, et mon 80% alors. Mais oui. Et oui, si je mets plus de trains, mon pourcentage d'occupation tombe. Et donc ma rentabilité s'effrite. Pire même, mes coûts augmentent vu qu'il y a plus de trains. Donc plus de sillons, plus de maintenance, plus de personnel, de gestionnaires. Et très vite, les courbes revenus-dépenses se séparent. Et là où il me fallait 80%, il m'en faudra bientôt 90%. Aussi, la solution redevient problème. Car pour atteindre ça, je vais devoir vendre plus de billets. Alors, combien vous en voulez pour cette fois? Disons 5000. Oui, 5000 pour mettre le pied à l'étrier. Pourquoi pas 8000, Kevin? On y va pour 10 000. Excellent choix. Et le chien se mord la queue. Vous allez me dire que c'est pas logique, car si je vends plus, j'ai plus de revenus. Oui, mais là, vous avez le problème numéro 2, qui dit « Eh oh, je suis là, moi !» Si on parle des pointes, c'est que le reste du temps, il y a moins de gens. Par exemple, c'est typiquement le train en pleine journée et en pleine semaine. Adieu les 80% d'occupation. Et je ne vous parle même pas du TER, où là, c'est du service public à fond, donc pas d'objectif de remplissage. Et tant mieux. Sauf que ces temps hors pointe sont largement plus nombreux que les pointes. Typiquement, les pointes, c'est 7h-9h le matin et 17-19h le soir. Et ça, en semaine. Le week-end, c'est pas du tout pareil. Ça fait beaucoup d'heures, de jours hors pointe. Oui, mais moi, opérateur ferroviaire ou région qui achète les trains, je fais comment? Si je prends en fonction des pointes, j'ai plein de trains, mais genre vraiment plein. Mais j'en fais quoi hors pointe? C'est pas comme ma perceuse qui reste dans son coffret et sert 3 fois l'année, sans me poser de soucis. Là, c'est des dizaines de millions par train, avec plan d'amortissement. Chaque minute de la vie d'un train coûte de l'argent, même quand il ne roule pas. Donc, si hors pointe, j'ai 30 trains garés, ils me coûtent sans rien me rapporter. Impossible pour un opérateur soumis aux lois du marché. Impossible tout pareil pour une région qui ne dépense pas autre chose que nos impôts. Mais inversement, si je dimensionne mon parc pour le temps hors pointe, chaque matin, chaque soir et tous les week-ends, ça va être Bagdad dans les gares. Alors on fait un entre-deux. Si je regarde le verre à moitié plein, je me dis que c'est pas mal, car ça permet de mieux faire face aux pointes sans pour autant avoir un capital immobilisé surdimensionné. Et c'est vrai. Mais si je regarde le verre à moitié vide, je me dis que cet entre-deux est nul, car il va me coûter hors pointe sans pour autant être suffisant lors des pointes. Et c'est vrai. Vous l'aurez compris, ce nini ou ce en même temps ne satisfait personne. Là non plus. En même temps. Mais jusque-là, on rame à trouver mieux. On retrouve les mêmes problèmes dans toutes les entreprises, ferroviaires ou non. Dimensionner le parc ou le nombre d'employés pour la commande exceptionnelle, c'est assurer la commande, mais se péjorer financièrement le reste du temps. Le dimensionner pour la routine, c'est économiquement bien, mais on se fera mal à la moindre commande exceptionnelle. Et à moins de changer de modèle économique, genre dire adieu au capitalisme, et encore sans assurance que ce soit mieux, il n'y a pas vraiment de remède miracle. Cette équation ne pouvait concilier mécanique quantique et relativité. Il en faut plus. Plus de quoi? Plus de données. Voir l'intérieur d'un trou noir. Ah mince, comme si ça ne suffisait pas, j'ai oublié de parler du problème 3. Ici, on ne parle pas d'une perceuse qu'on trouve chez Casto en cas de besoin, mais de train. Ça coûte entre 10 et 30 millions d'euros. Et ça s'achète pour 30 ou 40 ans. Et ça se commande plusieurs années à l'avance. Donc adieu la réactivité d'achat en cas de besoin. Si je trouve aujourd'hui le magot planqué par mamie et que je décide d'acheter des trains, je les aurai au mieux en 2028. Sauf qu'on est en 2023. Aussi, si par le plus grand des hasards, un politique venait à déclarer que, face au manque de place cet été, il commande des trains immédiatement. Au mieux, c'est un incompétent, au pire, un menteur.
Ce qu'on attend d'un politique, c'est une vision pour préparer demain, pas de la diarrhée verbale pour tenter de faire croire qu'il va rafistoler aujourd'hui. Même chose s'il dit « j'ai demandé à la SNCF de faire le maximum et blablabla ». Pensez bien qu'on n'a pas attendu qu'ils le disent pour le faire. La maintenance est anticipée, les congés décalés, tout pour avoir le maximum de matériel et d'agents sur le pont lors des pointes. Ce que ça peut me saouler, ces politiques qui ne font plus que du blabla de façade, et du blabla en réaction, au lieu de regarder loin pour anticiper. Le ferroviaire, comme le marché de l'énergie, fonctionne sur le temps long. Faudra un jour que ça rentre dans les têtes. Donc si vous voulez savoir pourquoi vos trains sont trop petits ou pas assez nombreux aujourd'hui, regardez qui était aux manettes voilà 5 à 10 ans. À toutes fins utiles, je rappelle que ce sont les régions qui pilotent et donc commandent les matériels pour le Transilien, le RER et le TER. L'État pour l'Intercité et la SNCF, parfois souvent pilotée par l'État, pour le TGV. Bon, personnellement, j'ai 2 doctorats, j'ai 150 articles de recherche publiés, j'ai 10 000 citations, j'ai 3 prix scientifiques. Je me considère pas très intelligent, mais je me dis quand même, acheter un billet de train, je devrais y arriver, bah figurez-vous que j'ai pas réussi. Donc, j'ai trouvé un truc plus extraordinaire encore que l'origine de l'univers, c'est le fonctionnement de la SNCF. Et oubliez le marché de l'occasion, vu le niveau demandé par les voyageurs aujourd'hui, Wi-Fi, clim, sécu, prise, ainsi de suite. L'occasion ne correspond pas à la demande. Bah y a qu'à louer. On le fait bien pour les voitures, donc on peut faire pareil pour les trains. Alors, oui, mais non. Si avec votre permis auto, vous pouvez conduire aussi bien une Clio qu'une Lamborghini, il n'en est pas de même pour le train. À chaque train, sa formation, ses compétences, ses autorisations. Donc encore une fois, oubliez la location sur le pouce pour le week-end, c'est mort. Bon, ça nous fait 3 gros problèmes. Est-il bien nécessaire que je vous parle des problèmes 4, 5 et ainsi de suite? Car oui, là, on a regardé juste le volet économique. Mais il y a aussi les volets techniques. Mais bon, si je rentre dans la technique, ça risque rapidement de devenir chiant. Aussi, on va résumer cette suite de problèmes par cette formule. On est passé de trains RAM à des trains autonomes. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, bah, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est pas trop chiant. Mais on comprend rien. Bon, bah je vais expliquer. Avant, un train, c'était une locomotive et des voitures. Et pas des wagons. Hein. Les wagons, c'est pour le fret. Donc, une locomotive, des voitures. Il existait bien quelques trucs étranges avec une cabine de chaque bout, mais ça restait à la marge. Donc j'avais ma loc, et je mettais un nombre variable de voitures derrière. Plus le train risquait de charger, et plus je mettais de voitures. Pour ça, il me fallait beaucoup de voitures en réserve. Et forcément, plus j'en mettais, et plus le train était long. Aussi, sur certains quais, ça ne passait pas. Mais c'était pas très grave. J'invitais juste les gens qui souhaitaient descendre sur ces petits quais à se mettre à l'avant du train. Et au pire, ils descendaient du train sans quai. Et avec cette méthode, je pouvais ajuster la capacité du train jusqu'au dernier moment. Oui, sauf que tout ça, ça doit faire frémir les acteurs sécurité qui regardent cette vidéo. Hérétique! Faire descendre des voyageurs sans quai. Ils vont tomber, se blesser et nous faire un procès. Et en cela, les acteurs sécu n'ont pas tort. Aujourd'hui, hors de question de faire ça. La société s'est judiciarisée. Mais vous me direz que ça laisse encore une relative souplesse tant qu'on respecte la longueur maxi du quai. C'est vrai, mais ça ne fonctionne qu'avec des trains RAM, donc avec une loc et des voitures. Mais pour tout plein de raisons que j'expliquerai un autre jour, ces trains RAM sont remplacés par des automes. Vous savez, des trucs avec une cabine de chaque côté. Le TGV est un autome, et beaucoup de TER aussi. L'image du train à papa avec une locomotive qui tire des voitures, ce n'est plus la réalité du ferroviaire en France. Alors oui, il en reste quelques-uns à droite à gauche, mais c'est la fin pour eux. Or, Ouigo classique, qui est un cas à part. Sauf que les automes, ce sont des trains entiers. C'est comme si on mettait une locomotive, un nombre fixe de voitures, et une autre locomotive à l'arrière, et qu'on soudait le tout. Donc pas moyen de rajouter une ou deux voitures pour rendre ça plus capacitaire. C'est fixe. On peut l'accoupler avec un autre train du même type, mais du coup, on double, ou triple, suivant le nombre, la capacité d'un coup. Pas moyen d'ajuster. Et surtout, en fait, on rajoute un train, donc avec ses locomotives, et tout ça, ça coûte une blinde. Hors de question d'avoir un parc d'automes de réserve, comme on avait autrefois un parc de voitures de réserve. Alors il y a bien quelques rames en plus,
Mais vu que les pointes sont ce qu'elles sont, ces jours, on aimerait des trains en plus partout et en même temps, ce qui est impossible. Alors oui, on se demande bien pourquoi on nous saoule avec ces automes pas du tout pratiques. Nul. Bah, je viens de vous dire que je vous expliquerai ça un autre jour, car ça serait trop long. Faudrait voir à écouter. Non, parce que je vous vois, ceux du fond qui discutent et ronchonnent. Bon, reprenons. Bah en fait, résumons quoi. Pour ceux qui ronchonnent et ceux qui commencent à trouver tout ça bien compliqué. Le ferroviaire n'est plus une machine à perte. Et que ce soit sa partie rentable ou sa partie service public, il est sommé d'être économiquement vertueux. Dans ce cadre, dimensionner un parc de train uniquement pour les jours où il y a foule, ce n'est pas viable économiquement. Donc, en moyenne. La moyenne sera toujours insuffisante ces jours-là. Et donc, ça va grogner. De toute façon, vous êtes que des nuls à chier. Rajouter des trains n'est pas faisable, car la technologie et les normes font qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire du sur-mesure. Et ça va continuer comme ça alors? On ne fait rien? En fait, on explore différentes pistes pour inverser le problème. Au lieu de chercher à s'adapter aux pointes, on va tenter de les lisser. En parallèle, il y a une autre réponse, mais elle ne dépend pas seulement de nous. Cette autre possibilité, c'est de chercher à étaler l'heure de pointe. Nous travaillons avec de très nombreuses entreprises pour qu'elles permettent à certains de leurs employés des horaires fortement ou légèrement décalés. Ça n'est pas toujours simple, mais chaque fois que cela fonctionne, c'est 2 fois gagnant. Gagnant pour les personnes qui veulent éviter l'heure de pointe et qui peuvent voyager dans de bien meilleures conditions, et gagnant pour les autres voyageurs qui, eux, sont un peu moins serrés. De même, on agrandit le parc et on achète des trains plus adaptés, comme le TGVM par exemple, qui permettra la modularité de capacité. Mais ça ne résoudra pas tout, et pas tout de suite. Ah, et puis, s'il arrive qu'il manque des places dans les trains, sachez que c'est en partie lié aussi au fait qu'il manque de place sur les voies. Et oui, encore un problème. Le réseau. En voiture, quand on prend la route, et si elle est blindée, alors on va bouchonner. C'est presque devenu normal, on accepte d'attendre sur place ou presque, en ayant payé des impôts pour financer les routes ou un péage. Tout ça tient en grande partie aux pointes, qui ont les mêmes conséquences sur le bitume que sur les rails. Mais si l'embouteillage est un mal accepté sur les routes, c'est impossible sur les rails, car le train ne roule pas à vue. Il a besoin de beaucoup de distance pour s'arrêter, à moins de rouler excessivement lentement. Et ce qu'on peut faire avec un RER ou un métro, on ne le fera pas avec un Intercité ou un TGV. Dans un service commercial normal, on ne va pas rouler en voyant l'arrière du train qui nous précède. Sauf que les fameuses pointes font que les gens veulent du train aux mêmes heures, les mêmes jours. Avoir un train 3 heures après ne les intéresse pas, ou peu. Aussi, quand tout le monde veut partir dans le bassin d'Arcachon le 29 juillet et arriver vers 15 h, il y a un moment où on ne peut plus rajouter de trains, sous peine de les faire rouler à 30 sur 700 km. La place disponible sur le réseau, c'est un des problèmes, qui ne doit pas vous faire oublier tous les autres, qui s'accumulent. Voilà, on a fait le tour. Enfin, presque, car on s'est axé sur le matériel. Mais la problématique est à peu près la même pour les personnels. À peu près, car 2 automoteurs ensemble ne demandent pas d'avoir 2 conducteurs. Par contre, il faudra plus de personnel d'accueil, de contrôle, de maintenance, ainsi de suite. Donc non, on ne rajoute pas ou peu de trains une fois le service acté. Et non, on ne s'en garde pas en réserve sous le coude au cas où. Ainsi va le monde économique. J'adore ça. J'adore. Allez, à bientôt les chouchous.